privilège et la lourde responsabilité, messieurs, dames, bonjour, de vous parler, non pas d'une femme aujourd'hui, mais d'environ 770 dames qui ont eu des enfants, nombreux, j'en reparlerai. Ainsi, aujourd'hui, quasiment tous les Québécois d'origine française ont une fille du roi dans leur généalogie. Mes petits-enfants, Florence et Adrien, font partie de leurs descendants. C'est pour ça que je vous en parle. Je vous montre une carte faite par M. Champlain. On reparlera de Champlain après. En 1529 apparaissent déjà des cartes. C'est une carte un peu plus récente. Mais en 1529, il y a déjà des cartes qui font état de la Nouvelle-France. Alors que Jacques Cartier n'a pas encore été en 1529 là-bas, c'est 1534. En 1529, il y a des cartes où ça apparaît, marqué Nova Gallia, la Nouvelle-Gaule. Nova Gallia en latin, qui est la Nouvelle-France. Donc cette Amérique est gigantesque à l'époque, quand on s'installe, nous Français. On occupe des rives de l'Atlantique, toute la vallée du Saint-Laurent et toute la vallée du Mississippi. Les 2/3 de l'Amérique du Nord sont françaises, alors qu'on est très peu nombreux. Voilà. Donc, Francis Parker, qui a observé, Francis Parker, c'est un historien de Boston, américain, qui a observé un peu ce qui s'est passé pour construire tout ce qui sera le Canada d'aujourd'hui, l'Amérique, etc. Disait, les Espagnols, la civilisation hispanique, a méprisé les Indiens et les a éliminés. La civilisation britannique les a éliminés aussi. Et la civilisation française l'a adoptée. Cette civilisation amérindienne a veillé sur elle. Voilà. Donc Chateaubriand l'évoque dans Atala, je ne sais pas si vous avez vu chance de lire Atala. Mais le gigantisme, c'était représenté, et c'est à l'époque de Colbert. L'époque de Colbert, c'est là où, effectivement, se passent les filles du roi. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de cette histoire de l'Amérique du Nord, dite l'Amérique française à l'époque, hein, et de celle du Québec? Pas grand-chose, on n'en a pas grand-chose. Nous, dans le livre d'histoire en France, au Québec un peu plus. Pour moi, elle est encadrée par 2 dates. 1603, je vais vous expliquer pourquoi. Et 1803, 2 siècles. Je sais que pendant cette époque-là, on était considéré comme dans la Nouvelle-France. Effectivement, ça démarre en 1533 par notre ami Jacques Cartier, un Malouin, hein, qui est parti de Saint-Malo, Malouin, et qui est allé, avec le seigneur de la Roche, visiter des contrées. Il était mandaté par Henri IV. Henri IV, il voulait l'hégémonie hispanique, ibérique sur l'Amérique du Sud, il voulait contrer ça. Il avait fini la guerre avec l'Espagne et il voulait prendre la place en Amérique du Nord et pas laisser la place aux Espagnols, qui sont en train d'envahir aujourd'hui, la langue espagnole, les États-Unis. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la France, pendant cette période, a cherché à s'implanter, mais n'a pas mis les moyens. Il a envoyé surtout des commerçants qui voulaient faire du commerce, du commerce de la fourrure. Et pendant toutes ces époques-là, entre 1534 et 1600, il n'y a pas un seul habitant français là-bas. On fait du commerce, on a des gens qui y vont, qui reviennent, mais on n'a pas d'habitants réels, on n'a pas de ville, on n'a pas de... Voilà. Donc il faut attendre un certain temps pour avoir ça. Et le problème de coordination, c'est que quelle que soit la société qu'on a implanté à la place de l'autre pour essayer de faire les choses, ils faisaient toujours du commerce. Pourquoi Canada? Parce que ça s'appelle Canada aujourd'hui. Parce que Jacques Cartier, quand il est arrivé, il a rencontré des Amérindiens, une peuplade qui s'appelait les Wendat en particulier. Et les Wendat, ils ont dit Canada, c'est-à-dire le village. Et c'est resté Canada. 1603, c'est la date que je prends pour démarrer. Hein. Apparaissent 2 personnages qui vont faire l'implantation française au Canada. Le premier, il s'appelle François Gravé-Dupont, un Malouin encore, mais qui se fait accompagner par
un jeune, un assistant, un jeune marin, un géographe, un historien, un cartographe, etc., qui s'appelle Samuel de Champlain. Voilà. Ces deux personnes vont faire un voyage et le 25 mai, ils arrivent du côté de Tadoussac. Et le 27 mai, comme il est marqué, entre le 27 mai et le 9 juin, ils rencontrent tout un tas de peuples amérindiens, les montagnais, les Etchemins en particulier, qui viennent de gagner la guerre contre les Iroquois. Parce que ces braves Indiens, ils se faisaient des guerres entre eux. Les Iroquois en particulier étaient particulièrement embêtants pour tous les autres. Les autres, ils étaient plutôt les Indiens qui bougent, qui vont chercher de quoi se nourrir plutôt un peu plus haut en été. Et l'été des Indiens qui se promènent pour aller passer l'hiver au sud, c'est ça. C'est ces Indiens-là. Les Iroquois, ils sont beaucoup plus installés. Et par contre, ils font la guerre aux autres. Voilà. Donc, à la pointe Saint-Mathieu, il rencontre le grand Sagabo Anada Bijou, c'est comme ça que s'appelle le chef, et il conclut une affaire commerciale et une affaire. On devient ami des Indiens contre les Iroquois. Donc c'est le début d'une longue amitié avec les Amérindiens, une longue guerre, plus d'un siècle avec les Iroquois. À partir de là, à partir de Tadoussac, ils font une visite, entre guillemets, du Saint-Laurent. Ils montent jusqu'au saut de Saint-Louis, c'est à côté du Mont-Royal, le futur Mont-Royal. Et ils visitent aussi ce qu'il y a autour. Voilà, donc le Saint-Laurent, on le voit en haut. Les deux petites flèches vertes que je vous ai mis là-haut, celle du haut, les petites étoiles vertes, je veux dire, que j'ai mis là-haut. Celle du haut, c'est Tadoussac, celle du bas, c'est la pointe Saint-Mathieu, où ils se sont rencontrés avec les Amérindiens. Et tout ce que vous avez plus bas, entre guillemets, ici, la Nouvelle-Écosse et une partie du Nouveau-Brunswick, c'est ce qu'on appelle l'Acadie. Donc, en 1603, on a reconnu tout ça, et en 1650, on revient. Gravé Dupont revient, avec un chargé d'affaires du Gademont. Lui, c'est un Saintongeais. La Saintonge, Charente-Maritime, Charente, c'est par là, la Saintonge. Ils veulent installer une colonie, ils installent la première colonie. Ici, sur une petite île, qui est en face d'un fleuve qui fait aujourd'hui la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est le fleuve Sainte-Croix, et l'île, elle s'appelle Sainte-Croix. Donc la première colonie, c'est en 1604, c'est là qu'on va construire. Et rapidement, on va construire Port-Royal, qui est la capitale de l'Acadie. On est dans la période 1603-1610. L'Acadie n'est pas une bonne implantation, c'est relativement peu fertile. Par contre, l'implantation, l'économie que l'on fait, les gens qui sont venus, ce ne sont que des hommes. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Donc on installe une colonie pour faire des enfants. Hein. Donc c'est des Amérindiennes qu'on trouve. Hein. Les Amérindiens qui habitent là, les Apekatsis ou les Wabanakis, ou les Micmacs qui habitent là. Donc une grande partie de nos petits copains acadiens, ce sont des métis. Pour les Anglais, les métis, hein, c'est des soises, donc c'est pas intéressant. D'où ce qui se passera plus tard, le fait qu'on les balance un peu plus loin, dans les années 1750, 55, 50, 63. Je vous en parlerai puisque je prépare une conférence sur les Acadiens. Voilà, donc on s'implante malgré tout. Et alors pourquoi Acadie? Parce que en langage Micmac, Algatig, ça veut dire campement. On a installé un premier campement, ils l'ont appelé Algatig, dont Acadie. Gravé Dupont, c'est quelqu'un d'intéressant puisqu'il va être d'un grand secours pour Champlain. Champlain installe Québec, le 3 juillet 1608. Hein. On va installer Québec. Et lui, il va continuer à faire des allers-retours entre la France et il va apporter les marchandises et tout ce qu'il faut pour installer la colonie. Et toute sa vie, il fera aller-retour et il ne reverrait pas sur son dernier voyage de la France parce qu'il meurt au large de Saint-Malo. Il meurt avant d'arriver en France.
Alors pourquoi j'avais montré l'autre diapo avant? Parce que là, il y a marqué Québec. Et Québec, dans le langage montagnais, ça veut dire l'endroit où la rivière se rétrécit. Donc on est bien sur l'endroit où la rivière se rétrécit. Hein? Voilà la rivière. Il y en a bien Québec. Donc depuis le début de la colonie, en 1608, la volonté de la France de créer une colonie, elle n'est pas là. Il y a avant tout toujours des marchands. Hein, on aime bien les castors, on aime bien porter des chapeaux en peau de castor, c'est très soyeux, etc. Donc ça marche très bien. Le commerce est très florissant, mais on n'amène pas grand monde. Donc on est là depuis 1608. En 1640, on a 300 personnes présentes au Québec. Le Québec, c'est 5 fois la France quand on arrive. 300 personnes au milieu du Québec, ça fait pas grand monde. C'est au Québec, j'ai bien marqué au Québec, pas à Québec. Donc ça fait du monde réparti sur une très grande surface. Dans le même temps, l'Angleterre, qui s'est installée un peu plus bas, hein, sur les rives de l'Atlantique, ils sont déjà 50 000. Il faut bien voir qu'à l'époque, la France, c'est 20 millions d'habitants, et l'Angleterre, c'est 8 millions simplement. Mais la France a toujours peur de laisser partir des gens, de peur d'être envahie par les Anglais ou par les Espagnols. Ils sont 6 millions les Espagnols. Ou par les Portugais qui sont 2 millions. Et quand on voit le nombre de colonies qu'avaient les Portugais avec 2 millions d'habitants, on aurait pu mettre un peu plus de gens en Nouvelle-France. Surtout que quand on regarde la grande famine de 1709 en France, on a perdu 600 000 personnes. Parce qu'on n'avait pas de quoi manger, alors que là-bas, il n'y avait pas de problème pour manger. Voilà, bon. L'immigration féminine, elle est assez faible, mais quand même, pendant la période, on va ramener, alors pendant la période, entre 1634 et 1662, on va ramener 228 filles à marier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'intéressent un peu à ça. Hein. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Giffard, qui essaie de ramener des personnes de la région de Mortagne-au-Perche. Il y a monsieur Chaumet de Maisonneuve et Jeanne Mance, qui de côté de Montréal font des programmes avec des religieux pour amener des femmes à marier, hein, des filles à marier. Ça fait un petit quelque chose, mais ça ne fait pas obligatoirement grand-chose. La population ne progresse pas beaucoup. Elle demeure insuffisante, et quand on est en 1663, on a à peu près 3000 personnes. Il y a eu quand même 1000 naissances dans cette période, avec les femmes qui sont arrivées. Mais quand on est, nous, 3000, les Anglais sont 80 000. Donc on dit, les Anglais, s'ils veulent nous rentrer dedans, on a beau être protégé par les Indiens, et heureusement, ben, c'est pas sûr que la colonie reste longtemps. Donc il faut faire quelque chose. Hein. Et donc, quand on a voulu coloniser, le nombre d'hommes envoyés sur place était relativement important pour explorer, pour aller chasser, mais on n'avait pas de femmes. On est en 1663. Au Québec, il y a 14 femmes à marier pour à peu près 700 hommes en âge de se marier. Combat de coq. Entre 16 et 40 ans, ils sont 700, elles sont 14. Ça fait pas beaucoup. Hein. Donc, Pierre Boucher, qui est le gouverneur de la colonie, envoie un document au roi en disant bah, ça ne peut pas durer comme ça, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas y arriver, il nous faut des filles à marier. Hein, il faut nous envoyer ça. Et tous ces commerçants qui font du commerce et qui gagnent de l'argent, ils ne font rien pour monter la colonie. Vraiment. Donc le roi, informé par Colbert, dit bah, hop, on reprend la main là-dessus, on remet l'autorité sur la colonie. Il y a un gouverneur, on va mettre à côté du gouverneur un intendant, on va mettre un évêque à côté de tout ça, ça sera le cortège qui va permettre d'organiser la colonie, chacun ayant sa part dans le... Parce que le roi veut une nouvelle France catholique, d'où l'évêque.
pour évangéliser les Amérindiens. Mais... Et donc on va créer un programme pour envoyer des filles du roi. On en nommera. Alors il y a marqué sur ces tableaux 770, les historiens ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent 762, 64, 70, 72, il y en a même un dernièrement qui a dit 714, mais bon, moi j'en compte 772, ça va bien. Donc, le 24 février 1663, Colbert organise la colonie et on va décider d'envoyer des filles pour améliorer. Ces filles qu'on va envoyer, ça va représenter la moitié des filles françaises qui partiront sur les 2 siècles de la colonie. Il y a la moitié qui part sur 10 ans, sur 11 ans précisément. Donc on organise un recrutement systématique, dirigé par Colbert, bien évidemment, et par les émissaires du roi qu'on envoie dans les maisons de charité. Les maisons de charité, c'est nouveau en France. En 1650, c'est à peu près à cette époque-là qu'on les a créées. Les maisons de charité, c'était pour récupérer des veuves de guerre avec leurs enfants, mais aussi des filles abandonnées ou des femmes qui avaient perdu leur mari, qui n'étaient pas des femmes, des veuves de guerre, mais qui se retrouvaient à la rue n'ayant plus de mari. Parce qu'à l'époque, s'il n'y a pas d'homme dans la maison, il n'y a plus de... On n'existe pas dans la société. Donc on crée les maisons de charité. Et on commence par les créer plutôt dans le nord de la France, à Dieppe, à Rouen, à Saint-Malo, La Rochelle. C'est pas complètement le nord, La Rochelle, mais c'est plutôt dans cette rôle-là qu'on commence. Ça viendra un peu plus tard dans le sud. Et on va demander à ces communautés religieuses d'essayer de trouver des femmes. On va demander aux curés des paroisses en chair de proposer ce programme d'envoi de filles du roi. Et le curé, même instruit par ses supérieurs, va voir les familles et propose et explique un peu les contraintes et les règles pour instruire un peu tous ces gens de ce qui va leur arriver. Donc, ce coup de main non négligeable des prêtres, c'est qu'en particulier, il y a un monsieur qui s'appelle De Breton-Villiers, qui est curé de Saint-Sulpice à Paris. Sur les 240 filles qui sont parties de Paris, il y en a 46 à son compte. On a trouvé 46 sur les 240. Donc voilà, il a fait du bon travail. Et le curé en plus, quand il participe de tout ça, il signe le certificat de bonne mœurs de ses filles, obligatoire pour monter sur le bateau. On passe ça, on ne monte pas sur le bateau. Le gouverneur Pierre Boucher avait demandé des femmes fortes, libres de se marier, avec une bonne industrie de leurs mains, courageuses et catholiques, et agréables à regarder. C'est comme ça qu'il avait libellé son texte. Donc je montre le couvent de la Providence à La Rochelle. Ceux qui sont passés à La Rochelle, ils l'ont peut-être vu. C'est juste à côté du lycée, dans une rue qui est parallèle au port, juste la première rue. Et c'est par là que passaient les filles du roi et qu'elles attendaient le départ de leur bateau. Ah, évidemment, les rumeurs n'ont pas attendu longtemps pour s'exprimer. Et les rumeurs partent de France. Parce qu'en France, on est très hiérarchisé. Il y a les nobles, les bourgeois, et puis il y a toutes ces braves filles de basse extraction, donc on les regarde de très haut, on est là. C'est qui? C'est Souillon, c'est prostituées, c'est machin, tous les grossièretés possibles, imaginables, s'abattent sur ces pauvres filles qui sont de classe inférieure, et donc elles ne sont pas considérées. Alors il faut dire qu'il y a 327 filles qui sont parties de la région parisienne dans cette période. Et malheureusement, en 1684, il y a 10 ans après le départ, le dernier départ, la Salpêtrière par où passer la Salpêtrière, c'était le lieu de charité, on recueillait les filles ou les veuves. À la Salpêtrière, on y ajoute ce qu'on appelle une maison de la force. Une maison de la force, c'est une prison pour les prostituées en particulier. Et cette maison pour les prostituées, elle fournira à partir de 1684, effectivement, ces filles marquées au fer rouge qui sont parties dans les Antilles ou en Louisiane. Donc effectivement, quand on dit qu'on envoie des filles à marier
en Nouvelle-France. C'est quoi la Nouvelle-France par rapport à la Louisiane, aux Antilles, etc. Donc la confusion est un peu permise, mais c'est pas du tout la même période. Mais ils sont des mordus les doigts d'avoir envoyé n'importe qui. Il a très vite arrêté le fait d'envoyer n'importe qui, même aux Antilles. Mais bon, les rumeurs sont devenues un peu désignatives pendant beaucoup de temps. Il y a un monsieur qui a beaucoup œuvré pour ça, qui s'appelle le baron de la Haute-Pan, qui est considéré comme l'explorateur, qui écrivait tout un tas de livres, qui est considéré comme avoir exploré la vallée du Mississippi. Il est arrivé en 1683, lui, en Nouvelle-France, hein, donc il n'a pas vécu l'arrivée des filles, il ne les connaît pas. C'était un débauché, lui, il est bien pour les filles, lui. C'est un explorateur, mais quand on lit ses livres et les explorateurs d'époque, ce qu'il raconte sur le Mississippi, nous on ne l'a jamais vu. Je ne sais pas ce qu'il a visité, mais c'est sans doute pas le Mississippi. Voilà, mais bon, ces bouquins se vendaient très bien, en France pendant un certain temps, puis bon, on s'est aperçu qu'il racontait un peu n'importe quoi. Donc il a fini sa vie aux Pays-Bas, il vendait très bien ses livres, il racontait n'importe quoi sur les Français et les Françaises, et il a bien vécu comme ça. Voilà. Donc c'est ce monsieur de la Honta qui a fait beaucoup pour, au départ, critiquer toutes ces filles qui sont parties. Bon. Et effectivement, vous reconnaissez peut-être une chanson que vous connaissez un petit peu, Les filles de La Rochelle. Bah, c'est effectivement les filles qui sont parties de La Rochelle vers le Canada, qui est à l'origine de cette vieille chanson qui a été X fois remodelée, modifiée, mais qui est relativement très sévère pour toutes ces filles. Hein. On peut, je ne vais pas vous lire des choses sévères ou critiques, mais je vais vous faire juste remarquer. Elles allaient faire la course aux échelles du Levant, c'est inscrit comme ça dans la chanson, et ça voulait dire quoi? Faire la course aux échelles du Levant à l'époque. Et ça voulait dire aller chercher du travail chez un maître. C'est comme ça que ça s'appelait. Voilà. Donc, quand on était une jeune femme en France, il fallait trouver du travail chez un patron. C'est comme ça qu'on appelait les choses. Il y a plein de gens qu'on dit que c'était pas du tout des prostituées, des femmes à la cuisse légère, comme on dit au Québec. Hein. Le premier Boucher, Pierre Boucher, le gouverneur, Monseigneur de Laval, toutes les autorités ecclésiastiques, hein, Talon, l'intendant, etc., peine. Les rumeurs ont continué jusqu'au moment où, il n'y a pas longtemps, on a pu montrer que toutes ces femmes de petites vertus qui existaient en France, malgré tout à l'époque, elles étaient stériles, parce qu'elles attrapaient des maladies vénériennes et que la pénicilline, il faudra attendre un certain temps, on va la trouver. Hein. Donc, elles sont parties, elles ont fait, en moyenne, 9 enfants, 9,1. En France, c'était 6,5, la moyenne des enfants d'une femme. Là-bas, c'était un peu plus de 9. Et leurs filles, c'était 9,5. Hein. Donc voilà, donc elles sont plutôt procréatrices, donc elles ne sont pas des filles légères qui avaient attrapé des maladies. Elles auront beaucoup d'enfants, toutes. 6, 8, 12, 18 au maximum, trouvées. Quelques-unes n'en ont pas eu du tout. Je vais montrer un ou deux exemples. Mais elles ont eu un gros avantage sur cette colonie. En France, il y avait 20 millions d'habitants, je l'ai évoqué. Il y avait 2 millions d'habitants qui parlaient le français du roi. Elles ont été recrutées, mises dans des maisons religieuses avec des hommes de qualité qui leur ont appris à lire, à écrire, à compter, et l'ont appris le français du roi. Et ça a permis ça. Elles parlent le français du roi, et bien, le Québec a parlé le français du roi. Très rapidement, ce qu'on ne parlait même pas en France. Donc un apport énorme, d'un point de vue génétique. Elles ont eu beaucoup d'enfants, beaucoup de gens qui y viennent, et elles parlent français. Il y a une question qui s'est posée pendant longtemps. À quelle date les navires sont partis de La Rochelle? Le premier navire, on sait, il est arrivé le 22 septembre 1663 à Québec, mais on n'avait jamais trouvé. Et dernièrement, on a trouvé dans les archives de La Rochelle.
ce texte, qui est le texte de M. Guillon. Guillon, c'était le capitaine d'un des navires qui sont partis en convoi. Il y avait 3 navires qui sont partis en convoi. Le premier convoi qui est parti en 1663, c'est le Phénix de Flessinge qui portait les filles. L'Aigle d'Or, qui était un autre navire qui accompagnait, qui était plutôt un navire militaire qui protégeait l'escouade, et puis le Nord de Hollande, le troisième, qui portait, lui, des hommes ou d'autres personnes qui allaient à la colonie, mais qui n'étaient pas les filles du roi. Enfin, il n'y avait pas que les filles du roi sur le bateau. Mais, voilà. Et donc, ce monsieur, qui était le capitaine d'un des navires, à son retour, il rend compte de ce qu'il a fait, et il est marqué dans ce texte qu'ils sont partis le 3 juin 1663. Donc on sait la date du départ, on connaît la date d'arrivée, et c'est récent, il y a moins de 10 ans qu'on a découvert ce document. La première traversée, 111 jours, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, ce qui est gigantesque. 111 jours, je rappelle qu'en 1534, notre Malouin, Jacques Cartier, il a mis 54 jours pour traverser. Ils en ont mis 111. Alors effectivement, quand on parle de La Rochelle, c'est un peu plus loin que de partir de Saint-Malo. Alors je rappelle qu'au moment où Jacques Cartier a traversé, il n'était pas français, il était breton, et la Bretagne n'était pas française en 1592. La Bretagne est française. Donc, je ne sais pas pourquoi, quasiment tous les voyages sont partis. Alors on entend, ils sont partis de Dieppe, ils sont partis du Havre, etc. Oui, ils sont partis de là, mais ils faisaient du cabotage jusqu'à La Rochelle. Et c'est à La Rochelle qu'on les armait pour partir au Québec. Donc elles sont toutes parties de La Rochelle, et malheureusement, ça a duré un certain temps. Donc effectivement, la traversée de la Grande Mer, c'est le premier grand défi auquel vont être exposées toutes ces dames. Elles vont affronter une traversée très longue, les premières. Elles n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau, et avant de partir, elles avaient attendu sur le quai à La Rochelle, que partir sur un bateau en grande mer, c'est plus difficile que partir à la guerre. On a moins de chances d'en revenir. Ça aide un peu à avoir envie de partir, mais c'est comme ça. Donc, les femmes connaissent le risque. Mais les femmes connaissent le risque, mais elles connaissent aussi ce qu'on leur a proposé. Parce qu'on dit, comment ça se fait, on les a enchaînés pour monter dans les bateaux, comme ça, pour partir. Non, on leur fait des propositions. Le roi, c'est pas le roi qui les fait des propositions, mais le roi a admis ce que proposait Colbert. C'est que ces dames, on leur demande de partir, et elles vont avoir des droits que n'ont pas les Françaises. C'est elles qui choisissent leur époux, et pas l'inverse. Elles choisissent leur époux et elles n'ont pas besoin de demander au papa ou à la famille. C'est elles qui choisissent. Droit qui en 1660 en France, il y a encore des pays dans le monde, même on leur demande pas leur avis, en France en 1660 c'était le cas. Là elles ont le droit. Elles ont le droit de partir, et si ça ne leur plaît pas, elles ont le droit de revenir. Et sans en faire à personne, c'est elles qui choisissent. Elles vont se marier, on va leur demander de faire des enfants, oui, ça c'est des contraintes. Mais on va leur donner un bout de terre. Ça va leur appartenir. En France, je suis une fille qui a des enfants pauvres, je n'ai pas de dot, je ne me marie pas. Je n'ai pas les moyens de me marier. Tout ce que je vais faire, c'est la course aux échelles du Levant, je vais aller trouver des propriétaires qui vont m'embaucher. Quand j'ai un contrat en France pour travailler, je n'ai pas le droit de me marier. Tant que je suis sous contrat, je ne peux pas me marier. Si je me marie, on rend le contrat. Des demi-tours ou débrouiller avec votre époux. Voilà. Là-bas, point. C'est pas comme ça. On leur attribue un bout de terrain. Ils n'auraient jamais eu un bout de terrain en France. Là-bas, ils vont avoir des petits terrains au début, des grands terrains à la fin. Voilà. Donc, elles sont parties, le cœur plein d'allant, même si c'était difficile. Même si on ne sait pas où on va, même si ça va être difficile au bout. L'hiver est long, etc., etc. Bon, elles sont sur le bateau. Le navire met très longtemps.
ils traversent plein d'orages. On va manquer de nourriture, on prend de la nourriture pour 2 mois, 2 mois et demi. On va passer 3 mois, 3 semaines. Donc on va attraper des fièvres, etc., etc. Sur les 250 personnes qui sont sur le bateau, 60 sont morts en mer. Et 12 malades, on les transporte sur des planches à l'hôpital de Québec, ils mourront quand même. 72 sur les 250, un tiers de la population qui était sur le bateau des filles du roi a disparu. Les 38 filles du roi sont arrivées à bon port. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le bateau? On vit dans la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe, c'est sous le pont. Il y a un espace qui s'appelle la Sainte-Barbe. Quand il n'y a pas de passagers, c'est là où on met les canons, les boulets, etc. La Sainte-Barbe, c'est la patronne des canonniers. Donc c'est là, à la Sainte-Barbe, qu'on installe tous les voyageurs. La Sainte-Barbe, une toise de hauteur, 1,95 m. Un centimètre au-dessus de ma tête, c'est pas très haut. On ferme les écoutilles, les écoutilles c'est fait pour passer les canons, on ferme les écoutilles. Donc on est dans le noir. Pas question d'allumer une chandelle, on est sur un bateau. Donc on est dans le noir. Pas question de se débarbouiller, il n'y a pas d'eau pour ça. 3 mois, 3 semaines. Les toilettes. Toilettes, c'est simple, on met un seau de chaque côté. Et quand le besoin s'en fait sentir, on vide le seau. Voilà. On ne peut pas se déplacer, surtout quand on est une femme sur le bateau toute seule. On est obligé d'être accompagné. On ne sort jamais la nuit. On sort le jour uniquement quand il fait beau. La condition d'être accompagné. On vous fournit quand même un lit. Un lit en 60. On est 2 par lit. Et lits superposés. Donc on dort plus ou moins tête bêche. Très vite, on est sur de l'air marin. Ben, on devient plus poisseux. Et on n'a pas de quoi se débarbouiller. Quand on a faim, on mange. Alors, quand on est secoué, qu'on est déjà mal au ventre parce que ça secoue, etc., on n'a pas très faim, mais bon, il faut bien manger de temps en temps. On mange du poisson séché, du poisson salé, des fèves, des pois et des gâteaux de mer. Les gâteaux de mer, il faut les tremper dans un liquide là, pour les avoir, sinon on ne peut pas les casser. Alors les liquides, je parle de liquide parce que l'eau très vite croupit, donc on rajoute de l'alcool ou du vin dedans pour essayer de un peu supprimer toutes les bactéries ou virus qui traînent là-dedans, mais voilà. Et donc c'est là-dedans qu'on trempe voilà. Donc on supporte les cris, les pleurs, les lamentations, les borborîmes, les flatulences de tout le monde. J'en passe, c'est des meilleurs. On passe des meilleurs avec, en dessous, sur l'endroit où on est installé, c'est là où on met les vaches, les cochons, les poules, les pigeons, on entend des chevaux. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va passer 3 mois avec des gens qui ont de moins en moins le moral, qui ont de l'angoisse, qui ont peur. Et la seule réconfort, c'est on prie, où on écoute des gens qui ce jour-là ont le moral. Parce qu'en temps, ça tourne un peu et donc les gens essaient de se remonter le moral. Voilà la fameuse traversée. C'est pas la croisière s'amuse. Une cinquantaine de. Ouais. Un jour, quand même, on va finir par arriver. Bon. Donc, le 5 février 1663, on n'est pas arrivé, on n'est pas encore parti. Le 5 février 1663, au Québec, à 17h30, il y a un tremblement de terre. Magnitude entre 7,3 et 7,9. Donc, ça secoue quand même. Voilà. Deuxième tremblement de terre. Premier contingent de ces jeunes femmes qui arrivent le 22 septembre. Des filles de qualité qui arrivent à Québec, les premières qui ont réussi. Et parmi ces premières, on trouve notamment Catherine Polo, Marie Targère, dont je vous parlerai, mais on trouve aussi une dame qui s'appelle Catherine de Bois-André, qui est d'une petite noblesse. Parce que parmi les premières qui ont accepté de venir, il y a des petites nobles, des noblesses qui sont tombées un peu en décrépitude, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont accepté d'être les premières à venir. Voilà. Donc, plutôt des filles de qualité qu'on fait venir. Bon, l'imagerie veut qu'elles soient
super bien habillées, hein. Elles ont 3 mois, elles ont sans se changer, sans se laver, sans... Oui. Elles n'étaient pas sous cet aspect-là. Mais on reconnaît quand même Monseigneur de Laval, on reconnaît Pierre Boucher. Voilà, donc c'est le gouverneur et l'évêque. L'évêque était dans leur bateau. Il est arrivé, alors il était là depuis avant 1659, il faisait des allers-retours de temps en temps en France, et il est remonté dans le bateau des filles du roi, il est arrivé avec les filles du roi. Mais comme c'était lui, on a prévenu, quand le bateau arrivait, bon, il y avait des gens qui surveillaient au bout de Saint-Laurent, il y a des dettes rapides, des chaloupes beaucoup plus rapides, qui sont venus prendre à l'entrée du Saint-Laurent. Il est arrivé 3 jours en vrai des filles du roi. Donc il avait pu, lui, éventuellement se requinquer pour être sur le quai en train de les attendre. Voilà. Donc premier contingent, avec des gens de qualité, et premier déboire, hein, parce que ces filles, on les attendait pour aller dans les champs, s'occuper des cochons. Les Parisiennes ou la petite noblesse, aller dans les champs s'occuper des cochons, avoir de la terre sous les ongles, c'était pas bien prévu pour ça. Hein. Bon. Donc premier déboire, donc au lieu de conduire ces dames vers les braves paysans qui ont souhaité confier ces filles pour avoir de la population, on les a plutôt ramenées vers quelques petits nobles ou vers des officiers ou des sous-officiers de l'armée qui étaient présents, qui eux non plus n'avaient pas d'épouse. Hein. Et ça permettait au roi, de la même façon, de ne pas dépenser trop pour l'armée. S'il se marie là-bas, il reste là-bas, on lui donne un bout de terre, il n'a pas obligé de le ramener, le militaire, tout va bien. Voilà. Donc on refixe des règles et on change un peu notre fusil d'épaule. Il faut dire que nos premières filles qui sont arrivées, en 1663, on venait d'interrompre ce que faisait M. de Maisonneuve et Jeanne Mance-Avant, qui passaient par des congrégations religieuses pour faire venir des jeunes filles. Là, on a changé, et c'est Colbert qui a pris le pouvoir, mais le premier contingent qu'on a envoyé, elles étaient issues du système précédent. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu des filles qui viennent beaucoup de villes. Alors, pour faire des bonnes campagnardes, c'est un peu compliqué. Donc on changera effectivement dans les règles. Hein, c'est des jeunes villageoises qu'on vise. Et dans les règles, à partir de cette, pas obligatoirement les deuxième et troisième, mais rapidement, on est allé chercher des hommes en Saintonge, en Nice, en Poitou, donc c'est toute la côte atlantique, en Normandie, jusqu'en Champagne, donc un peu cet arc de siècle de la France. Quand on cherche, il y a peu de filles qui viennent du sud de la France. C'est plutôt de cette région. Pas mal du Perche, hein, pour les villageoises en particulier. Un beau jour, le navire arrive. Donc le navire, on rentre dans le golfe de Saint-Laurent. On rentre dans le fleuve Saint-Laurent. Tout le monde reprend un peu espoir, parce que ça fait un moment hein, qu'on est en train de traîner. Hein, on voit des épaisses forêts, on voit des grandes rivières, on voit un très large fleuve. Tout ça, ça paraît super. Au bout de 3 jours à peu près encore de navigation, on rencontre l'île d'Orléans. Et quand on a fini de croiser l'île d'Orléans, on aperçoit Québec. Voilà. Donc, le capitaine va jeter l'ancre en face de Québec. Et le jour où elles arrivent, il y a environ 500 personnes à Québec. Alors, 500 à Québec de façon large. On ne peut pas venir à Québec, ce n'est pas un port en eau profonde. Le seul port en eau profonde qui existe encore à cette date-là, c'est Tadoussac. C'est très en aval hein. Donc là, des barques s'approchent et on vide le bateau de ses participants, des provisions, etc., tout ce qu'on amène. Voilà. Et on voit une dame qui apparaît devant la troupe, qui s'appelle Madame de la Pelletrie. Madame de la Pelletrie, c'est une dame qui est veuve, donc elle est toujours représentée, elle a toujours sur elle un foulard ou une mantille noire. Si vous voulez la voir, c'est elle, Madame de la Pelletrie.
On parle d'une religieuse, elle n'a jamais été religieuse. Elle a vécu chez les Ursulines, mais parce qu'elle a fait construire le couvent des Ursulines. C'est elle qui va payer de ses deniers, c'est une dame qui avait beaucoup d'argent. Et donc c'est les Ursulines qui accueillent les filles du roi quand elles arrivent. Donc, il va y avoir tout un tas de jeunes hommes ou de jeunes gens qui sont là pour les reluquer arriver. Les filles du roi, elles ne se sentent pas particulièrement en forme, elles ont envie d'aller chez les Ursulines, de prendre une douche ou de se laver, de se changer, de manger, de dormir dans un lit, seul, enfin, c'est ça dont elles ont besoin. Enfin, arriver à bon port. Donc, les Ursulines, à Québec, et puis à Trois-Rivières ou à Montréal, c'est d'autres structures, mais c'est la même chose, sont accueillis. On va les remettre en forme, les retaper, on va les faire manger, on va les instruire des us et coutumes du pays, et on va les instruire sur les maris, hein, puisque c'est vous qui avez à choisir. Hein, Marie de l'Incarnation, on va leur dire, ne vous laissez pas chanter la pomme. Donc, québécois, ça veut dire baratiner. C'est vous qui choisissez, donc choisissez pas le premier venu ou le plus beau, choisissez celui qui peut vous assurer réellement le gîte, le couvert. Hein, si c'est quelqu'un qui a déjà sa terre, vérifiez qu'il a bien une cabane pour passer l'hiver. 6 mois l'hiver. Hein, donc s'il n'a pas de cabane et que vous vous retrouvez sur un terrain où il n'y a pas de cabane pour passer l'hiver, ça va mal se passer. Donc prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé de vous marier dans les 15 jours. La légende ou l'histoire veut que dans les 15 jours, elles étaient mariées, etc. Non, dans les 2 mois à 6 mois, elles se marient. Elles ne se marient pas tout de suite. Je vous montrerai d'autres exemples, malgré tout. Mais, en général, c'est entre 2 et 6 mois qu'elles se marient. Donc, elles prennent le temps de choisir, elles prennent le temps de se remettre en forme, etc. etc. Quand elles se sont refait une santé chez les Ursulines, voilà. Là, on va pouvoir éventuellement rencontrer les prétendants. Donc, tout ce que je vous raconte, les dates, tout ça, j'en trouve, il y a des écrits. Tout ce qui se passe entre le moment où elles sont arrivées chez les Ursulines et le moment où elles se marient, on trouve l'acte de mariage, oui, on trouve le contrat de mariage aussi. Comment ça se passe exactement? Il n'y a pas grand monde, pas d'historien qui ait écrit grand-chose là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que l'intendant ou le gouverneur devait organiser des rencontres entre ces dames et les prétendants. Alors là, pas question de flirter, on parle à distance, on ne se touche pas la main, pas question d'aller courir dans les bosquets. Non, on ne rencontre et on ne va chez le prétendant qu'une fois marié. Tant qu'on n'est pas marié, on habite toujours chez les Ursulines ou les autres. Donc voilà. Donc il va se passer un moment, et donc c'est Madame de la Pelletrie qui va s'occuper d'elles chaque fois qu'elles ont à se déplacer en ville, et les Ursulines, chaque fois qu'elles sont. Les Ursulines sont cloîtrées, donc elles sont toujours dans leur corps, elles ne sont pas du cloître. Les filles du roi à l'arrivée, il y en a 38, et il y en avait 38 au départ. Parmi les 38, il y en a 6 qui sont là. C'est les filles du roi de la famille, c'est-à-dire les ascendants de mes petits-enfants. Donc je vais vous parler de quelques-unes, mais bon, je ne vais pas vous parler de toutes. Alors les 38, on apprend qu'en 1664, on est en 1663 quand elles arrivent, en 1664, un an après, quasiment un an, on est début juin, le Conseil souverain, donc il fait un peu le point de ce qui s'est passé pour ces 38 dames. Il y en a 35 qui sont mariés. Il y en a 2, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Et il y en a une, elle a été enlevée par les Iroquois. Et amenée vivante avec les Iroquois. On ne peut pas retrouver. Elle a vécu peut-être avec les Iroquois, elle s'est mariée avec un Iroquois, je ne sais pas. Voilà. Question. Oui. Il y en a une qui a été baptisée au temple protestant. Oui. C'est-à-dire qu'elle est protestante. Elle était baptisée dans un temple protestant. C'est la dernière, oui. Ouais. Le temple calviniste de la ville nouvelle de La Rochelle.
Donc elle était protestante. Donc le roi voulait une neuve France catholique. Quand on était protestant et que ça se savait, il fallait renier sa foi et passer à la foi catholique. Et quand ça ne savait pas, comme pour elle, D'accord. elle s'est mariée tranquillement à l'église catholique, elle a fait sa Non, mais vie, c'est mieux, et voilà, tout s'est bien d'accord. passé. Ils ne savaient pas quand on est monté sur le bateau. Alors, ces filles-là qui venaient de La Rochelle, c'était un lieu très protestant à La Rochelle. Ouais. Puisque on a fait la guerre pour récupérer Ouais, La oui, Rochelle oui. aux Anglais, hein, et il y avait énormément de protestants à La Rochelle. Donc effectivement, parmi les filles de La Rochelle, Il peut y avoir, hein. Marie Targère en particulier, elle était protestante. Voilà. C'était une calviniste. On ne se rend pas sur le terrain tant qu'on ne s'est pas marié. Hein. Le terrain qui vous est attribué, il fait quelques arpents de terre. En général, c'est le long du Saint-Laurent ou d'un autre cours d'eau, hein, parce qu'il faut trouver de l'eau, et que le seul moyen de se déplacer, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, c'est l'eau. Hein. Donc c'est les canoës, c'est les barques, c'est les bateaux. Hein. Donc il nous faut de l'eau à côté pour se laver, pour boire, hein, pour tout, il faut de l'eau. Et on vous attribue un bout de terrain, quelques arpents au début, et puis très rapidement ça fera beaucoup d'arpents. Parce qu'en réalité, c'est comme le disent les Québécois, c'est un bois de bout. Donc c'est une forêt, hein, il y a des arbres partout. Hein. C'est là qu'il faut construire sa cabane, c'est là qu'il faut faire les champs pour mettre en culture, mais il faut tout défricher. C'est ça que ça veut dire. Alors, et quand vous arrivez sur votre terrain, la priorité, c'est faire la cabane, si elle n'existe pas. Il faut environ 4 à 5 semaines pour faire une petite cabane comme ça. Cabane, vous coupez les arbres, les rondins, et puis vous faites quelque chose qui fait 6 mètres 60 pieds par 45 pieds, tout comme ça, 6 mètres par 4,5, 25 mètres carrés à l'intérieur, la pièce. C'est que du bois, il n'y a pas de plancher. Au-dessus, c'est des branchages et des feuillages, c'est ça le toit. Vous mettez une porte dirigée vers le sud, et vous avez une ouverture, on peut appeler ça une fenêtre, on ne voit pas à travers, ici du parchemin huilé, pour faire rentrer un peu de lumière. Mais ben, il faut quand même essayer de se protéger un peu du froid, il fait froid en hiver là-bas. Donc voilà. Une fois que vous avez construit, vous montez une cheminée, en pierre plate, en pierre ronde, selon l'endroit où vous habitez, et la maison est finie. Quand vous avez construit et que vous avez mis le toit, vous pouvez rentrer quelques provisions pour passer 6 mois d'hiver. Hein. C'est là qu'on va passer les 6 mois d'hiver. C'est là où on fait tout. On vit, on mange, on dort. C'est là où on accouche aussi. Et pour beaucoup, surtout sur les premiers contingents, on accouche seul. Il n'y a pas la maman comme en France. En général, quand on regarde, on accouche chez la maman, au moins le premier enfant. Là, non. Il n'y a pas de maman. Quelquefois, on accouche toute seule. Ce qui fait que le premier enfant, il y en a beaucoup qui n'ont pas sur eux. Mais, pas pour ça qu'il n'y a pas eu d'enfants. Je dis, ils ont eu beaucoup d'enfants, tous ces gens-là. Mais rapidement, on fait ami-ami avec les Amérindiens. Et les Amérindiennes aident à accoucher. Et ça fait, hein, on connaît. Et les Amérindiens savent trouver les plantes dans les forêts pour soigner les gens. Et en particulier les plantes pour récupérer après un accouchement. Donc heureusement qu'il y a nos copains amérindiens qui sont là avec nous pour nous aider. Je dis, ils font quand même beaucoup d'enfants, même les premiers, même si le premier n'a pas vécu. Quand on regarde sur les 770 filles du roi, j'ai dit, ils ont un peu plus de 9 enfants par tête, mais tous ne vivront pas. Mais 6,5 sur les 9 et quelques atteindront l'âge de se marier et de procréer. En France, les 6,5 qui étaient les descendants, on en trouvait 4 qui étaient capables de procréer.
Donc là, on est sur 9 et 6,5 qu'il n'y a pas de propriété. Premier exemple, une famille, la famille de Miville. La famille de Miville, Pierre de Miville, dit le Suisse. Alors, on dit le Suisse parce que dans un contrat en 1665, on dit qu'il est suisse fribourgeois. Donc il est né du côté de Fribourg, ce monsieur, dans les années 1602. J'ai évoqué le siège de La Rochelle. Eh bien, c'était un soldat, un garde suisse du cardinal de Richelieu, qui a fait le siège de La Rochelle en 1627-1628. Après le siège de La Rochelle, il est allé s'installer à Brouage. Je ne sais pas si vous connaissez Brouage, je vous montrerai à quoi ça ressemble, c'est un très joli pays. Hein? À Brouage, il a trouvé une épouse pas loin, un petit village qui s'appelle Beaugé à côté. Il aura 7 enfants, on n'en voit que 6. Pas de chance, Gabriel, le premier, le plus jeune, qui est né vers 1630, lui il est mort avant le départ. Ils sont partis à l'été 49 pour la Nouvelle-France, pour le Québec. Il est mort en 1635 à Brouage, le plus jeune. Voilà, donc ce monsieur, il était serviteur du roi, hein. Il était serviteur de Richelieu, il est resté au service du roi. Et c'est le roi qui l'envoie, hein, en tant que soldat au départ, en Nouvelle-France. Et on le retrouve en Nouvelle-France avec 2 métiers, les capitaines de navire et aussi charpentier de marine. Il sert aussi de charpentier pour les nouvelles maisons qui se construisent ou les bâtiments qui se construisent. Donc ce monsieur, en 1652, il obtient une concession sur la basse ville de Québec, sur la rue Saint-Pierre et la petite ruelle qui monte à la place Royale. Donc c'est pas cette maison, mais c'était là qu'elle était. Et sur le côté, on aperçoit une plaque, c'est la plaque qui est marquée là, où il y a marqué Pierre de Miville. Et il y a marqué que malheureusement, la maison a été détruite par le feu de la basse ville en 1682. Mais en 1656, il y avait une maison à cet endroit-là, une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Donc c'est pas ce bâtiment, mais c'était à ce coin-là. Très rapidement, après son métier plutôt de navigateur, il est quand même un peu plus aisé que tout le monde, il a de l'argent, il achète des terrains. Il achète des terrains en face de Québec. Donc, là, de ce côté, on est Québec, il y a le Saint-Laurent, et il achète des terrains dans la seigneurie de Lauzon. Alors, effectivement, on voit des seigneuries un peu partout, de Lauzon, de la Pocatière, etc., etc. Effectivement, à la tête de ces seigneuries, il y a des seigneurs, comme en France. Mais quand vous avez une propriété, elle vous appartient. Le seigneur a le droit d'observer ce que vous faites et vous demande d'améliorer vos cultures, tout comme ça, mais le terrain vous appartient. Vous lui versez quelques dîmes, j'allais dire, ça s'appelle pas la dîme, mais quelques impôts, mais ce n'est pas du tout au niveau des impôts français de l'époque. C'est-à-dire que vous êtes agriculteur, vous gagnez votre vie, vous pouvez grossir, acheter d'autres terrains, faire venir des cochons ou des vaches, etc. Vous arrivez à procréer, à continuer à vivre. Bon, donc, ce monsieur a des terrains. Par contre, dès 1655, il a des terrains. Il revient en 1641. Dès 1655, il a des terrains. Et il demande au Conseil souverain, j'aimerais bien avoir des gens pour m'aider à cultiver, à faire venir. Comme il n'a pas de réponse du Conseil souverain, il n'y a pas grand monde qui vienne à cette époque-là, en 1655, eh ben, il va en France. Hein, il va dans les ports, à La Rochelle, il va essayer de chercher, et puis il fait chou blanc. Il arrive à convaincre personne de venir avec lui pour travailler pour lui. Là. Donc il revient, et toujours dans sa frustration, parce qu'on lui donne au compte-gouttes quelques compagnons pour l'aider, en 1664, à l'arrivée d'un navire, il fait main basse un peu sur les troupes, il va voir les mecs, il les détourne, ils étaient prévus pour d'autres personnes, et il les détourne pour son fief à lui. Donc, il passe en justice, monsieur, et il est banni de la ville de Québec. Il n'a plus le droit d'aller à Québec. Hein. Il y a des conneries à Québec, tu ne viens plus à Québec, tu restes dans ton fief. Donc, à partir
de 1664. Toutes les transactions qu'il fait, c'est son épouse qui les fait pour lui. Hein? Donc l'épouse a le droit de faire toutes les démarches. En France, on ne permet pas aux femmes. On peut faire toutes les démarches. C'est la femme qui se débrouille. En 1666, il y a marqué canton suisse fribourgeois. Il avait réussi à convaincre, semblerait-il, quelques copains fribourgeois de venir. Ils achètent des terrains, ici, là. Ils sont 7, et ses 2 fils, plus lui et 4 autres fribourgeois qui s'installent. En réalité, les 4 autres fribourgeois, très rapidement, ils sont retournés en Suisse. Et il n'y a que la famille Milleville qui est restée ici. Il n'a pas réussi à implanter des fribourgeois. Il y a 4 filles et 2 fils. On va regarder un peu ce que sont devenus ces enfants-là. Ah, je vous montre Brouage d'abord. Hein, très jolie ville. Hein. Il y a un musée dans lequel on peut entendre parler de Milleville, justement, de Pierre Milleville. Hein. Donc il habitait là, c'est au même niveau que l'île de Léron. C'est à 50 km de La Rochelle, c'est juste à côté de Rochefort. Voilà. C'est des fortifications de Vauban. Oui, ça. totalement, totalement. C'est très joli comme ville. La ville natale des Champlain. Oui, Samuel de Champlain, il est là. Oui. Voilà, donc la famille Milleville. Alors, pour les généalogistes, ils voient de temps en temps que je mets des arbres généalogiques comme ça. Tout ce qui est en rose, c'est les dames, tout ce qui est en vert, c'est les hommes, et tout ce qui est en bleu, c'est là où j'ai mis mon focus, ben c'est Pierre de Milleville, il est là. Voilà. Comment parler de lui? Je vous dis, il a eu 7 enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabriel, je ne l'ai pas mis sur le... parce que lui, il n'a pas vécu longtemps, 4 ans et demi à peu près. Vous voyez qu'il a 2 garçons, et quand on regarde un arbre généalogique, on voit qu'il y a des gens qui ont des numéros avant leur nom. Tous les gens qui ont des numéros, c'est les gens directement de la famille, les ascendants de mes petits-enfants. Donc on voit que oui, non, oui, 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 non. Hein? Il y a un paquet de gens qui sont. Donc il y a 3 filles et un garçon qui sont de la famille. Le premier fils, il s'est marié avec une Marie Langlois, relativement vite. Et au bout d'un moment, Marie Langlois décède et il épouse une dame, Jeanne Sauvenier, qui est une fille du roi. Voilà. Donc, cette fille du roi, elle épouse Mimi, ils auront un enfant. Mais quand on lit son acte de mariage, c'est son 3e mariage, cette fille du roi. Elle s'est mariée avec Jean Souzy, un militaire. Elle a eu 4 enfants. Jean Souzy, militaire, il a eu droit face aux Iroquois. Donc elle s'est remariée avec Damien Bérubé, un maçon. Elle a eu 9 enfants. Et elle se remarie avec François Milleville, dit Deschelles, qui à ce moment-là est procureur fiscal. Donc quelqu'un avec une place qui n'a rien à voir avec un maçon. Ou avec... Voilà. Donc, et on observe souvent comme ça des mariages avec des niveaux complètement différents au Québec qu'on n'observerait jamais en France. Et elle a quand même un dernier enfant. Mais bon, on ne va pas s'occuper de Marie Sauvenier parce que ce n'est pas une fille du roi de la famille. Hein? On va s'occuper de Jacques, qui lui a épousé Catherine de Bayon, encore une fille du roi. Faisons mieux connaissance avec Catherine de Bayon. Donc elle arrive de Dieppe, elle. C'est assez surprenant, quand on la voit arriver sur Saint-Jean-Baptiste, le 30 juin 1669. C'est une fille du roi, mais de famille noble. Et de famille noble, connue. C'est une vieille famille de noblesse française. Donc on est surpris un peu de l'avoir arrivée. Ses parents, Alphonse de Bayon et Marie Marle, sont une très vieille noblesse française. Donc rapidement, quand on a commencé à s'intéresser aux filles du roi, il y a beaucoup d'historiens qui se sont mis sur Catherine de Bayon
pour savoir pourquoi, d'où elle vient, etc. Il y a énormément de livres qui ont été écrits. En particulier un, la Société généalogique canadienne-française, qui a écrit l'ascendance, donc on va trouver tous les ancêtres de cette femme, sur 12 générations au-dessus de la vie. On est en 1660, donc 12 générations avant, on va chercher un peu loin. Voilà. Donc, on apprend plein de choses sur elle. Donc, à la naissance, Catherine arrive dans une famille qui a des problèmes d'argent. C'est-à-dire qu'ils habitent dans la vallée de Sèvres, dans la vallée de Chevreuse, je veux dire, la vallée de Chevreuse. Ils ont un petit château, ils ont des terres. Le papa ne sait pas très bien s'occuper des terres, ce qui fait que l'argent commence à manquer. Voilà. Et malheureusement pour elle, elle a 3 ans, le papa décède. Bon, elle a plusieurs tuteurs, en particulier parce que la mère se remarie, etc. Elle a plusieurs tuteurs, mais elle a surtout une sœur et elle a un frère. Et le frère, c'est quelqu'un d'intéressant parce que lui, c'est un écuyer de Monsieur de Bourbon, duc de Verneuil, archevêque de Metz, etc., etc. Vous connaissez peut-être pas ce monsieur, c'est le fils de Henri IV. Le grand-oncle de Louis XIV. Donc ce monsieur, qui est un grand noble, par l'entremise du frère, Catherine le rencontre. Elle a une aventure avec lui, avec un grand seigneur. Malheureusement pour elle, ce grand seigneur, en 1668, il décide de convoler en juste noces, et pas avec Catherine. Bon. Les témoins du mariage, ils s'appellent Louis XIV et Marie-Thérèse de Habsbourg. Donc elle fait un peu de trouble, et donc le frère la prend entre quatre yeux, il dit arrête tes bêtises, et comme elle ne veut pas rester ses bêtises, il envoie à la Salpêtrière, il l'inscrit pour partir au Canada. Moi je veux pas l'ennui, et je veux pas que tu manquerais, et manquerais à la famille, donc tu vas aller faire un tour ailleurs. Donc effectivement, elle arrive au Canada, avec une certaine réputation, semblerait-il. La réputation l'a suivie, puisque les 12 gentilshommes avec de relativement nobles, haute noblesse qui sont au Canada, ne l'ont jamais approché. Voilà. Donc elle va épouser Jacques de Miville, qui est un brave paysan, c'est le fils d'un soldat du roi, mais c'est un brave paysan. Donc effectivement, Antoine l'a envoyée et elle fera toute sa vie au Canada. Aujourd'hui, il y a environ 2 millions de personnes qui descendent de cette personne au Canada, dont Maryse Bouliane, ma belle-fille, et Florence Adrien Garot, mes petits-enfants. Voilà. Mais il y a d'autres personnes que vous connaissez peut-être un peu mieux. Voisine, c'est Lignon, Jean Chrétien, le 20e Premier ministre canadien de 1993 à 2003. Et puis, celui-là je l'ai mis, pour la beauté du geste, lui il porte le nom de ses ancêtres, Liville Deschênes. Voilà. C'est quelqu'un qui a un industriel beaucoup moins connu, mais lui c'est la ligne directe. Donc voilà, 2 millions de descendants. Et si on regarde ce qu'il y a là-dedans, l'ascendance, et tu vas reconnaître quelqu'un. On trouve Charlemagne. On trouve Pépin. C'est pas cela que tu as repéré. Voilà. Et Louis VII. Louis VII, c'est la maman, c'est Anne-Hélène d'Aquitaine, qui a été reine de France et reine d'Angleterre. Voilà. Donc effectivement, trouver des informations sur ce couple, sur cette dame, c'est assez facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont occupés. Donc on va essayer de regarder d'autres personnes un peu moins connues, qui ont fait moins de batailles. Voilà, donc on change. On va s'intéresser à une date. Pardon.
puis sur le côté, une dame qui s'appelle Marie Meunier. Et je vous présente son acte de mariage. Très bien écrit. En 1685. C'est visible. Ouais. C'est rare de. Donc, cas particulier, Marie Meunier. Cas particulier, puisque oui, en de grâce 1685, 13 octobre. le 13 octobre. C'est 1665 qui est marqué. C'est pas 85, 65. c'est 65. Ah, c'est validé là. C'est vous qui voyez. Elle est arrivée au Québec le 2 octobre. Elle a signé un contrat le 8 et elle s'est mariée le 13. C'est vraiment l'exemple, effectivement, où il s'est passé 15 jours. Mais c'est vraiment le seul exemple. Et c'est une fille de la famille, quand même, on ne va pas critiquer. C'est la famille. Elle épouse un monsieur Michel Chrétien, qui est quelqu'un de bien. Il a déjà une ferme, il est fermier, il est installé, il a déjà son bout de terre, etc. Donc, le bon parti. Et après, Marie devient incarnation, puisque lui, il est installé, on ne peut passer l'hiver, il n'y a pas de problème. Hein, on arrive au mois d'octobre, et je marie en octobre ce monsieur, et je vais passer au chaud l'hiver, il n'y a pas de problème, la vénétion est faite. Alors que ça aurait été quelqu'un qui n'a pas de maison, il fallait attendre le printemps, parce qu'on il n'est pas en plein octobre. Alors il est bien écrit, mais on peut observer que fils de Jacques et de la paroisse de... Alors, je peux vous le dire, c'est de Loches, vous viendrez le voir, parce que j'ai trouvé. Alors si je vous montre Marie Meunier, je vais en parler plus, mais en particulier, c'est pour quelqu'un d'autre, ce monsieur, Henri de Bénières, on l'aperçoit, Henri de Bénières, qui est le curé qui les a mariés. Qui est ce curé qui les marie? Henri de Bénières, il est né en 1635 à Caen, en Normandie. Il est fils de Pierre de Bénières, qui est un baron d'Acqueville. C'est le trésorier du roi à Caen. C'est une haute noblesse aussi. Et ce monsieur, quand il fait ses études à Caen, il décide de rentrer dans les ordres. Et simple tonsuré, il n'est pas encore curé, il n'a encore aucun titre, il décide de suivre Monseigneur de Laval, qui est nommé évêque de la Nouvelle-France. Donc il part avec Monseigneur de Laval. Il suivra sa formation religieuse là-bas, formation accélérée. Puisqu'il arrive en 1659 avec Monseigneur Laval au mois de septembre. Au mois de décembre, il a déjà un niveau. Et le 13 mars, il a passé les 3 niveaux pour être curé, le 13 mars 1660. Donc il devient le premier prêtre, le premier curé de la paroisse de Québec. Une paroisse qui n'existe pas en réalité en 1760, il faut attendre 1764 pour qu'elle existe, mais ça devient le premier curé de la paroisse, qui en 1664 s'appelait pas Notre-Dame de Québec et n'était pas la cathédrale d'aujourd'hui, mais qui était ce qui a précédé, qui c'était Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Donc notre Marie Meunier s'est mariée à Notre-Dame de l'Immaculée Conception, et non pas à la cathédrale. Ça le deviendra plus tard. Voilà, donc il fait partie des premiers prêtres ordonnés, prêtres au Canada. Il fait partie de la première fournée. Mais Monseigneur de Laval, qui l'a amené avec lui, là, là-bas, il devient sacristain, chapelain, etc. de ce grand seigneur. Il le remplacera chaque fois que il fait des voyages. J'ai dit qu'il était revenu avec les filles du roi en 1663. Pendant tout le temps où il est en France, c'est lui qui le remplace là. Il fait office de grand vicaire du Québec. Il devient le supérieur des Ursulines, etc., etc. Et ce monsieur, il est intéressant parce que ce monsieur, il a marié 200 filles du roi dans sa vie. Sur Québec, évidemment. Et il mourra le 4 décembre 1700. Alors j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de maladies là-bas, mais il y a eu une grande période de rhume, c'est comme ça qu'il l'appelait,
en 1700-1701, un Covid quelconque qui est dû passer par là, hein, et il est décédé le 4 décembre 1700. Voilà, donc je voulais faire un petit détour par M. Baignard, mais on va revenir sur Marie Meignier. Marie Meignier, elle est arrivée à Québec. Je vais vous expliquer un peu son parcours à l'arrivée. Pour ça, je vais utiliser des cartes faites par un monsieur qui s'appelle Robert de Villeneuve. Robert de Villeneuve, c'est un cartographe, mais c'est aussi un ingénieur militaire. Hein, c'est formé par Vauban pour fortifier, et il était venu pour faire des cartes et pour fortifier la ville de Québec. Donc, quand il arrive en mai 85, il se met à l'ouvrage et il crée un plan de Québec, et vous verrez, il créera d'autres plans après. On va se servir de ce premier plan. Alors le premier plan, vous ne voyez pas grand-chose, hein, parce qu'il est très grand, mais toutes les petites maisons sont représentées. Et à chaque maison, il y a un numéro, et le numéro renvoie à la personne qui y habite. Voilà. Donc, on va grossir un peu le plan pour voir qu'est-ce que fait Marie Meignier quand elle arrive. Voilà, on a grossi le plan. Le bateau arrive. Alors effectivement, il y avait marqué sur le plan l'orientation, le nord et l'en bas. C'est comme ça qu'il a mis son plan, parce qu'à partir du fleuve, il est dessiné. Donc, le bateau arrive, et je vous ai dit, il mouille au large de Québec, et s'embarque en différentes chaloupes, que les gens vont venir sur la basse ville de Québec. Donc on va encore s'approcher, comme ça vous allez voir un peu mieux, la ville de Québec. Hein? On est en 1685, hein? Donc c'est 20 ans après l'arrivée de Marie Meignier. Marie Meignier, elle arrive en 1665. Voilà. Donc ils vont se retrouver, entre guillemets, par là, et ils vont prendre cette rue pour remonter, la rue Notre-Dame. Ils vont croiser la rue Saint-Pierre, et ce point-là, c'est là où il y a la maison de Pierre Miville. Madame de la Pelletrie en tête accompagne toutes ces dames. Après avoir passé, ils prennent pas cette grande rue, mais la petite rue qui existe à l'époque, pour être sur la place qui s'appelle la place Royale, que je vous présente ici. Alors c'est la place aujourd'hui, hein. Donc la statue, la buste de Louis XIV, il n'y était pas à l'époque. Et puis l'église qui est là, elle n'y est pas, puisqu'elle a été construite en 1688. Donc c'est un peu après son passage. Voilà. Mais 1688, c'est la plus vieille église du Québec aujourd'hui, la plus vieille qui soit dans l'état où elle a été construite en 88. Elle a été construite en pierre. Et bien toute la base de l'église c'est toujours la même. Bon, je ne dis pas que le toit ou le clocher a été changé, mais la base, c'est la base de l'époque. C'est la seule, c'est-à-dire que Notre-Dame de Québec, qui a été construite en 1641 au départ, elle a été détruite 2 fois par les Anglais. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y avait au début, alors que ça, c'est réellement l'église qui... Alors c'est Notre-Dame des Victoires, ça s'appelle ça. On va avancer avec notre Marie Meignier. On est passé devant la place et l'église est là. On va prendre cette montée qui s'appelle la côte de la montagne. Et on va avancer. Et on va arriver devant 45. 45. Alors j'ai pas de photos ou de gravures de l'époque, mais c'est le couvent des Ursulines de Québec. Alors ça c'est beaucoup plus tard, hein, on est un siècle plus tard par rapport à la carte. Et ça c'est Sainte-Marie-des-Hurons. C'est comme ça que s'appelle l'église. Pourquoi Sainte-Marie-des-Hurons? Parce que les Hurons ont été souvent attaqués par les Iroquois, et les Iroquois attaquaient aussi Québec, et les Iroquois et les Hurons défendaient Québec, et défendaient en particulier le couvent des Ursulines. Donc ça s'appelle Sainte-Marie-des-Hurons. Donc, c'est là que toutes ces filles vont venir, et Madame de la Pelletrie a vécu au début, en 1646, 1647, dans ces années-là, elle vivait avec les Ursulines, d'où elle portait un peu le costume des Ursulines, on a vu sur
mais elle n'a jamais été ursuline. Et en réalité, elle a fait construire une petite maison juste en face en 1659. C'est là qu'elle habitait, Madame de la Pelletrie. Cette maison, si vous allez à Québec, vous pouvez la voir. C'est le musée des Ursulines aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est là qu'elles arrivent et qu'elles se requinquent, elles se refont une santé, une beauté, etc. Hein, pour notre Marie Meunier, ça a dû se passer bien, le voyage n'a pas dû être trop long. Hein. Donc elles étaient en forme, puisque dans les jours qui suivent, le 4, le 5, le 6, je ne sais pas exactement, on la retrouve au château Saint-Louis, où le gouverneur Pierre Boucher fait la rencontre avec... voilà. Donc elle a dû apercevoir Michel Chrétien, ils ont dû faire affaire, et donc le 8, on les retrouve chez l'intendant de la colonie, et c'est là que Pierre Duchesnay, le notaire, vient pour faire signer le contrat. Alors Pierre Duchesnay, je dis pourquoi il vient, parce que Pierre Duchesnay, il n'habite pas au Québec, il habite de l'autre côté, la seigneurie de Lauson, en Pierre-Miville. Il habite de l'autre côté. Donc c'est lui qui se déplace pour venir voir le fille du roi. Donc elle signe son contrat, et puis elle retourne chez les Ursulines. Et le 13, direction Notre-Dame de l'Immaculée Conception, elle se marie. Et le 13 au soir, ben c'est là qu'elle découvre la maison de Pierre Chrétien. Pierre Chrétien, alors ça c'est l'image en 1740 hein, de Notre-Dame. Alors là, elle est déjà cathédrale, mais elle a été modifiée encore, parce qu'en 1756, elle était détruite, en 1740, et il y a un gros clocheton en plus aujourd'hui. Enfin, elle a démarré la construction en 1640, elle a été finie en 1930, pour faire ça. Donc, il a fallu un certain temps. Donc, elle se retrouve à la Côte des Neiges. Voilà. Donc, je vous ai mis un bout du plan là-bas, on est à Québec, là, et la Côte des Neiges, c'est là. On a la rivière Saint-Charles, là. C'est pas très loin, hein, mais par rapport au Québec, c'est un peu loin. Alors, je ne sais pas quelle maison, parce que le plan, c'est le plan de 1685 que j'ai. Donc, j'ai les noms des gens qui y habitent en 1685, mais d'après les recensements, je sais qu'en 1660, pour le mariage, en 1665, ils se retrouvent là. En 1667, au recensement, elle est bien toujours là. Ils ont plusieurs arpents de terre et ils ont déjà un premier enfant. Voilà. Et ils habitent là. Mais où? Je ne sais pas. En 1685, par contre, je sais qu'ils ne sont plus là. Par contre, ils devaient habiter quelque part par là. Et quelque chose d'un peu cocasse, c'est qu'il y a une grange là. La grange appartient à la veuve Chénet, la femme du notaire qui les a mariés. Elle a une grange là, donc le notaire a disparu en 1685. Et eux, ils ne sont pas disparus. Ils habitent Charlesbourg. Donc on a toujours Québec, ils habitaient là, et ils viennent habiter là. C'est-à-dire que les jésuites qui sont propriétaires du terrain, tout ce grand terrain, depuis 1626, on leur impose de libérer des places et de fournir des terrains à tous les gens qui arrivent. C'est toujours le Seigneur, c'est eux qui possèdent entre guillemets le droit de regard, mais ça, la terre ne leur appartient plus. Voilà. Donc, ils vont habiter là, et donc en réalité, on a créé des maisons, ça s'appelle la Petite Auvergne, et ça s'appelle Charlesbourg. Et je vous ai parlé tout à l'heure de M. Giffard qui avait ramené des gens à Québec, et c'était ici, à la seigneurie de Beauport. Donc, Charlesbourg, je vous l'ai grossé ici. La maison 30, c'est la maison de Michel Chrétien. À côté, il y a Saint-Jean-Borromée, l'église. À côté, il y a un moulin. Il a travaillé pour un fermier paysan qui fait des... Voilà. Donc malheureusement, en 1685, on apprend qu'ils sont là, qu'ils ont 7 enfants, qu'ils ont beaucoup plus de terrain, qu'ils ont 2 bêtes à cornes et un fusil. On fait le recensement des fusils parce qu'il faut lutter contre les Iroquois.
Donc on recense non seulement les fusils, mais aussi les personnes capables de tenir un fusil. Et oui, pour pouvoir se protéger. Donc voilà. Donc notre Marie Meunier décédera en 1698. Elle a passé 33 ans au Québec, mine de rien. Donc elle sera, la cérémonie aura lieu là, elle sera enterrée dans le cimetière. Et on voit que le cimetière, il est entouré par tout un tas de pieux pour éviter que tous les animaux viennent dans le cimetière. Voilà. Donc c'est tous des pieux en bois. Elle a, entre 1685, le recensement, et son décès, elle a encore une fille, la dernière. Elle meurt en 98, la dernière fille, elle n'a pas vu se marier, elle se marie en 99. Elle aura eu 40 petits-enfants. Marie et Michel auront eu 40 petits-enfants. Michel mourra beaucoup plus tard, lui. Il mourra le 21 décembre 1721. Il a 82 ans, ce monsieur, quand il décède. Donc, il va rejoindre son épouse, d'un côté. Et au moment où il décède, il a 105 descendants. Ça peut faire. Et aujourd'hui, 800 000 descendants. Michel avait un frère, Vincent. Ils sont tous les deux venus à Québec, ils habitaient tous les deux, mais Michel il habitait à Côte-des-Neiges, puis Charlesbourg. L'autre était là, on aperçoit à peine, c'est le bout de l'île d'Orléans. Il habitait l'île d'Orléans. Et quand je fais des recherches sur ces deux messieurs, ils ne sont ni lui, ni elle, ni son épouse, et ni de l'autre côté, parrains des enfants de l'autre. Aucun. Donc je n'ai aucune certitude que ces deux frères se soient plus jamais rencontrés une fois qu'ils étaient à Québec. On quitte Québec, on va aller sur l'île d'Orléans, puisqu'on en parle. Hein, Marie Targère. Marie Targère, je vous en avais parlé un peu avant. C'est celle qui est née au temple calviniste de La Rochelle. Donc elle est orpheline de père, son père était marin de la Royale, c'est-à-dire un soldat de la marine de Louis XIV. Il meurt en 1658. Et Marie Targère, elle se retrouve fille du roi. Donc elle arrive avec la première flopée en 1663. Elle se marie avec un monsieur qui s'appelle Royer, pas Michel, mais Jean. Michel Royer, mais Jean Royer. Ce monsieur était substitut à Ville-Marie, donc il avait participé à créer Montréal. Et puis peut-être, en ayant un peu ras-le-bol des attaques incessantes des Iroquois sur Montréal, il a fini par venir s'installer sur l'île d'Orléans, qui est quand même un peu plus sympathique, un peu plus loin des Iroquois. Donc, il marie notre Marie Targère et ils auront 7 enfants. Je ne vais pas présenter tous les enfants, mais je vous en présente 2, Élisabeth et Jean, les 2 derniers. Une fois que Marie est veuve, elle se remarie avec un monsieur Robert Tournoroche, qui est tailleur d'habits. Elle habitait, vous voyez la naissance des enfants, Sainte-Famille, c'est une des paroisses de l'île d'Orléans. Et avec Robert Tournoroche, elle va habiter encore jusqu'en 1687 famille, et les autres enfants qui naissent, puisqu'elle en aura 7 aussi, avec Tournoroche. Ce qui est intéressant pour Marie Targère, c'est qu'on s'aperçoit que toutes ces filles qui ont vécu une traversée très difficile, le bateau ça n'a pas été sympathique, elles se sont regroupées souvent. Elles ont vécu côte à côte, et elles avaient partagé tellement de choses un peu difficiles qu'elles se sont retrouvées au même endroit. Et donc on va aller essayer de visiter l'île d'Orléans pour vous montrer comment elles étaient proches. Voilà, l'île d'Orléans, c'est toujours notre ami Villeneuve qui fait le plan. Donc l'île d'Orléans, c'est 33 km de long, et au plus large, c'est 8 km. Saint-Jean dont je parlais est là, pardon, et Sainte-Famille c'est en face. Voilà. Puis bon, il y a Saint-François, Saint-Pierre. Ça existe depuis Jacques Cartier. Jacques Cartier l'avait croisé quand il est monté jusqu'à Montréal, et il l'avait appelé l'île Bacchus. Parce qu'il y a des vignes.
sur cette île. Les fraises. Voilà. Et les pommes. Des vignes, donc voilà. Donc ça s'appelait l'île Bacchus. Et quand il est repassé, l'île Bacchus, ça fait peut-être pas terrible, et c'est là qu'il l'a appelé l'île d'Orléans. Mais depuis, entre-temps, ça a changé de nom, etc. Et c'est redevenu l'île d'Orléans en 1750. Donc au moment où je vous parle, ça ne s'appelle pas l'île d'Orléans, ça devait l'appeler l'île Saint-Laurent, je crois. Mais bon, peu importe, ça a changé, que ce soit. Et c'est revenu l'île d'Orléans. C'est la carte du comté de Saint-Laurent. Donc c'est bien Saint-Laurent qui s'appelle à ce moment-là. De la même façon, il a repéré toutes les habitations, il a repéré le nom de tous les gens qui habitent là-dedans. En 1927, on a réutilisé la carte, on la voit en dessous, et on a rajouté le découpage du cadastre. C'est-à-dire, vous voyez, les terrains qu'on a accordés aux gens. Tout en longueur. En général, ça fait 58 mètres de large. Quand on arrive en avion, Et quand on est là, ça fait 4 km de long. Il faut bien voir que les 4 km de long, c'était des bois et qu'ils ont tout défriché. 4 km de souche enlevée. Alors, je ne dis pas qu'au début, on leur avait tout donné. Si on leur avait donné un terrain, on disait 3-4 arpents, ben ça faisait les 58 mètres, et puis peut-être 200 mètres, puis petit à petit, on leur dit, ben, vous voulez un peu plus, ben, vous défrichez, vous voulez un peu plus, vous déchiffrez, puis voilà, défrichez, et voilà. Donc, en 1727, on a reconstitué le cadastre, on l'a déposé sur le plan de Villeneuve en dessous. Voilà. Donc, on revient à notre plan, et on va aller zoomer sur la partie Saint-Jean. Voilà le bout Saint-Jean. Ça s'appelle bien Saint-Jean puisqu'il y a l'église Saint-Jean. Au moment où on crée ce qui s'appellera la paroisse Saint-Jean à terme, la paroisse n'existe pas. Elle a été construite en 89. Alors que les gens commencent à habiter vers 70 et que Marie Targère, elle, s'installe en 1680. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est que voilà, on a toutes les maisons, elles sont toutes repérées. Donc voilà, le seigneur de Tourneroche, l'époux de Marie Targère, maison et grange de Robert Tourneroche, la maison et la grange. Ils habitent là. Si je regarde, rappelez qu'elle a eu des enfants, et que dans les enfants, il y a des enfants Royer et des enfants Tourneroche. La fille Royer qu'on a vue, elle épousait un monsieur Pierre Blé. Pierre Blé, il est là. C'est-à-dire que Pierre Blé, il habite la maison là. Elle habitait de l'autre côté du chemin là-bas, à Sainte-Famille. Et quand elle change de Sainte-Famille pour venir à Saint-Jean, elle vient s'installer à côté de son gendre. Je vous rajoute Julien Dumont. Julien Dumont. Quand la fille de Catherine, de Marie Targère, Catherine, veut se marier, c'est tout naturellement qu'elle trouve, à côté de chez elle, l'époux, Julien Dumont. Le fils de Julien Dumont, je veux dire. Et Julien Dumont, au moment où il se marie en 1694, il vient de perdre son épouse l'année d'avant. Eh bien, il épouse une autre fille de Marie Targère. Donc, il est du jour au lendemain, parce que son fils se marie un jour, il se marie le lendemain. Un jour, il est le beau-père, le lendemain, le deuxième beau-frère. Ah ouais. Ils se marient entre eux, ils se marient à côté. Il a 39 ans d'écart avec sa deuxième épouse. Hein. C'est-à-dire qu'il a 3 ans d'écart avec sa belle-mère. Il aurait pu se marier. Voilà, il aurait pu se marier avec sa belle-mère, mais il était marié, donc elle ne pouvait pas. Donc voilà, donc les gens vivent à côté, ils ont vécu des choses ensemble. Il faut bien voir que notre ami Julien Dumont, il s'était marié avec une des filles du roi, Marie Campion, qui était sur le bateau en 1663.
Et donc c'est quand il perd Marie Campion qui se marie avec la fille de la voisine. Je peux vous parler aussi de monsieur Mathurin Dubé. Mathurin Dubé, il est un tout petit peu plus loin, puisqu'il est il y a 58 mètres à peu près toutes les maisons. Donc Mathurin Dubé, lui, c'est le fils de Mathurin Dubé, il de son père, et d'une fille du roi, aussi de la famille. Hein, tant qu'à faire. Donc ce Mathurin, lui, le Mathurin père, il habite Sainte-Famille. Mathurin, il a eu 4 enfants, les 3 enfants, à part Mathurin, sont des enfants de la famille. C'est la sainte. Mathurin, il habite à côté, mais c'est le seul qui est pas de la famille. Et les 3 autres de l'autre côté, ils sont aussi de la famille. On va parler d'une autre fille du roi, Marie Polo. Catherine Polo, je veux dire. Catherine Polo. Catherine Polo, de la même façon, première contingent, 1663. Catherine Polo, elle quitte Québec et elle arrive à Québec, mais elle quitte Québec et elle souhaite rejoindre sa sœur, qui elle est là depuis 1659 à Montréal. Donc elle va à Montréal, Catherine Polo, et elle va rejoindre sa sœur. Sa sœur est mariée avec un monsieur Daniel Panier, ils ont des enfants, etc. Et Catherine se marie en 1663 à Québec avec Étienne Campeau, un monsieur qui apparaît là. Donc elle aura X enfants, hein, vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 2 avant. Il y a Marie, la deuxième, c'est la famille, c'est ça la famille. Je ne voulais pas montrer. Je veux parler des autres. Et avant Marie, il y a un Pierre, et après Elisabeth, il y a Agathe Barbe, et après il y a Charles. 13 enfants. Voilà. Marie Campeau, devenue veuve, hein, puisque son mari décède en 1693, on est en 1701. Il arrive un ennui important, le 12 février 1701. Vous voyez qu'Élisabeth, là, elle a un enfant, qui s'appelle Marie-Madeleine, qui est née le 12 février 1701. Donc la famille se trouve au milieu d'une enquête et d'un procès à Montréal entre le 12 février et le 15 avril 1701. Il s'agit de quoi dans ce procès? Eh bien, Élisabeth est déclarée avoir abandonné son enfant. Et c'est pas normal. Et effectivement, abandon d'un nouveau-né contre Elisabeth Campeau. Elle l'a abandonné rue Saint-François, devant une église, un enfant qu'elle n'avait pas les moyens. Donc, enquête. Et on apprend dans l'enquête qu'il y a un monsieur qui a accusé Nicolas Lemoine, un petit noble, sieur de l'eau, seigneur du Cap de la Trinité, qui est accusé par Catherine, la maman, d'avoir séduit sa fille et de lui avoir fait un enfant. Il y a même une requête faite par Étienne Campeau, le frère, mademoiselle, contre M. Coigne, qui est un copain de Lemoine, et qui dit de toute façon, c'est moins que rien, elle court partout, etc. Donc c'est normal que ça arrive. Hein. Bon, voilà. Donc, quand vous cherchez, que vous trouvez les documents, il y a 40 documents pour le procès, 200 pages à lire à peu près, du procès. 1701. Donc je vais essayer de vous résumer en quelques mots le procès, parce que ça sera un peu long. Donc, alors, il y a d'autres éléments du procès. C'est le geôlier qui a inquiété. Donc, le geôlier qui a inquiété parce que avoir un noble qui est mis sous les écrous immédiatement parce qu'il est accusé, en France, ça ne se voit pas. Hein. Là, lui, il est mis en prison immédiatement. Et le geôlier,
un noble qui est en face de moi, s'il n'est pas coupable, il va m'arriver des ennuis si je... Bon, donc là, le noble a quelques faveurs du geôlier, et le geôlier est inquiété pour du procès aussi. Bon, voilà. En réalité, on va aller directement à la sentence, à peu près. C'est le Conseil souverain, hein, j'en ai parlé de temps en temps du Conseil souverain, c'est le Conseil souverain qui fait tribunal. Donc le Conseil souverain, c'est le gouverneur, c'est l'intendant. Alors là, ceux qui sont présentés, ce n'est pas ceux du procès de 1701, donc ça c'est Monseigneur de Laval, en 1701 il n'était plus là, Monseigneur de Laval. Mais c'est juste pour l'exemple, le tableau n'est pas représentatif des personnes du procès. Mais ça représente bien le gouverneur, l'intendant. L'intendant, c'est lui qui s'occupe des affaires civiles. Voilà. Donc c'est lui qui donne les sentences, c'est lui qui mène le procès. Et les autres, il y a 3 conseillers là, il y en a 2 à l'autre bout de la table, il y a 5 conseillers qui font le jury d'appel au cas où. Donc ça va vite, hein, parce qu'il a fallu 2 mois à peu près pour que tout soit conclu. Au bout des 2 mois, pour faire simple, Monsieur Lemoine, vous êtes condamné à épouser Elisabeth Campo et à payer pour l'enfant. Voilà. Donc effectivement, Monsieur le Noble voulait bien avoir des faveurs de cette demoiselle, mais il ne voulait pas l'épouser, donc il fait appel, il demande à ne pas l'épouser. Elle n'est pas très favorable à être épousée par lui, parce qu'elle a déjà un prétendant, elle se marie 4 mois après, quel monsieur Buquette, mais bon, donc elle se marie en mois d'août, et donc lui, il accepte de payer pour l'enfant. Donc l'enfant est nourri chez Madame Donnet, à Varennes. Varennes, c'est là où habitent mes petits-enfants. Et malheureusement, la petite fille ne vivra que 2 ans et demi. Donc il aura payé 2 ans et demi pour l'enfant. Et malheureusement pour cette famille, François Campo, qui est un des frères, en 1713, c'est lui qui est mis en accusation. Mis en accusation par le voisin, M. Monet, Jean Monet, qui est veuf, qui élève 3 enfants, une fille et 3 garçons. Il était dans les champs avec ses 3 fils. Et la fille a été enlevée, violée. Voilà. Et tout naturellement, on va voir la porte à côté. Et c'est François Campo qui habite là. C'est lui qui est mis en accusation. Voilà. Donc il est mis sous les écrous, il passe en procès. Et il retourne en prison. Et dans les jours qui suivent, il y a Monsieur Lenoble qui arrive, qui dit mais c'est pas du tout lui, c'est moi. Et moi je veux bien l'épouser. Voilà. Et donc le François Campo, par chance, il sort de prison. Le monsieur n'a rien dit, il aurait terminé en prison. Voilà. C'était pas lui. Voilà. On va terminer par Jeanne-Claude de Bois-André. Alors Jeanne-Claude de Bois-André, pareil, premier contingent, et elle vient rejoindre. Non, elle ne vient pas rejoindre. C'est Jeanne-Claude de Bois-André. Voilà, elles sont 2 sœurs, Catherine et Jeanne-Claude. Catherine est arrivée comme fille du roi, c'est la première arrivée. Elle épousait M. Gobelin. Et Jeanne-Claude arrive plus tard. Elle est venue rejoindre sa sœur. On est ceux de la petite noblesse de Normandie. Et on s'aperçoit que Jeanne-Claude, c'est un peu particulier, parce que quand on arrive à bien lire les dates, elle arrive 1 mois après le décès de son mari, mais elle est partie 15 jours avant le décès de son mari. Donc, l'histoire ne dit pas pourquoi, mais elle est quand même fille du roi. Elle est partie alors que son mari n'était pas encore décédé. Elle devait être au plus mal peut-être, il était prêt à mourir, il acceptait qu'elle parte pour sauver les enfants, parce qu'il y a 2 enfants en dessous. Voilà. Bon. Donc, l'aînée, Catherine, accueille sa sœur. Et accueille comme servante. Pendant les premières 3 semaines, 4 semaines qu'elle passe à Québec, elle est servante chez sa sœur. Mais elle trouve assez rapidement, parce qu'effectivement elle est veuve, à se marier, c'est-à-dire elle se marie en 1667, le 10 octobre. Ça faisait 1 mois et demi qu'elle était là à peu près. Et elle épouse un soldat, pas de peau, il a fait un tour face aux Iroquois, et dans les 2 mois qui suivent, il n'est plus là. Bon.
Donc elle épouse un autre monsieur, Jean Les Tourneaux, un tailleur d'habits, lui aussi. Hein, parce que Tourneroche était tailleur d'habits, les Tourneaux. Et ils n'auront pas d'enfants. Donc on a deux filles du roi, là. Catherine, épousée de M. Gobelin, qui n'a pas d'enfant. Sans descendance. Jeanne-Claude, qui a eu 3 maris, elle a eu 2 enfants, nés en France, mais elle n'a pas eu d'enfant avec ses époux au Québec. Par contre, ces 2 enfants, il y en a un qui s'appelle Noël, qui s'appelle Joseph Noël, pour trouver un peu les esprits. Noël, il épouse une Marie Cloutier. Alors le papa Zachary Cloutier, il faudrait une conférence pour vous raconter la vie de M. Zachary Cloutier. C'est lui qui a le plus de descendance en Amérique du Nord, et le plus de descendance connue des gens du milieu du spectacle, de la politique, etc. C'est lui qui a le plus d'ancêtres connus en Nord-Amérique. Bon, donc là c'est que la fille. Et donc il n'y a que le premier qui a des enfants. Et donc ce monsieur, il aura 2 épouses. Alors la première épouse, elle est fille de fille à marier, donc une fille qui est arrivée avant 1662. Et la deuxième est fille de fille du roi. Et ce monsieur aura 17 enfants. Donc, Jeanne-Claude, n'ayant pas d'enfants au Québec, aura quand même 17 petits-enfants au Québec. Voilà où se sont installés. Alors, il a marqué les 764, c'est un historien qui a français regarde pour 764, peu importe, les filles du roi. Donc, autour de Québec, sur la côte nord, sur la côte sud, ou sur l'île d'Orléans, autour de Trois-Rivières, ou autour de Montréal. Vous avez Québec 200, les côtes du nord et côtes du sud environ 150, 160, l'île d'Orléans 120, Trois-Rivières 94, Montréal 186. À l'époque où je vous ai parlé de Marie Targère, etc., qui habitait sur l'île d'Orléans, il y avait autant d'habitants sur l'île d'Orléans qu'à Québec. Voilà les filles du roi. Ça, c'est les 38 filles du roi de la famille. Il y en a 13 sur les 38 qui auront plus de 2 millions de descendants, qui ont plus de 2 millions de descendants aujourd'hui. Et ceux qui en ont le moins, c'est autour de 600 000. Voilà.